toi qui voulais parler Non, maintenant. non, c'est Fanny. Fanny, pardon. Ouais, je prends la suite. Donc bonjour à tous, je suis Fanny Presman de l'IFV. Je vous fais un petit récapitulatif très rapide de la typologie de participants qui participent au séminaire aujourd'hui. Et ensuite, on ira faire un petit brise-glace sur Mentimeter. Je vous expliquerai tout. Alors aujourd'hui, on a en grande majorité des ingénieurs et des chargés de mission Europe. Donc ça, c'est des personnes qui travaillent plutôt sur les projets européens. Et après, bah, tout un type de profil très varié. Voilà. Ensuite, sur les structures, donc une grande majorité d'entre vous travaillent à l'Institut de l'élevage. Dans les chambres d'agriculture, on a aussi plusieurs représentants des pôles innovation des régions. Et ensuite, après, au cas par cas, plein d'entreprises qui sont investies dans les projets européens, dans la recherche et l'innovation. Sur vos connaissances du projet Euracnos, donc là c'est intéressant, il y a la moitié d'entre vous qui ne connaissaient pas le projet. Donc c'est très bien puisque Patrick va vous présenter tout ça juste après. Et pour ceux qui connaissent déjà, eh ben, on fera une présentation rapide et puis ça vous permettra de mieux assimiler les premiers résultats qu'on va vous présenter. Il y a 13 personnes qui ne sont pas impliquées dans les projets européens. Donc, il y a peut-être des terminologies que vous ne connaissez pas. On va vous expliquer tout ça. Et pour les autres, bah, du coup, vous serez plus familier avec ce langage et avec ce qu'on va vous raconter. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on est là pour vous accompagner et tout bien vous expliquer. Alors maintenant, je vous donne rendez-vous sur menti.com. Donc, il faut que vous alliez sur votre barre de recherche. Vous tapez www.menti.com. Et ensuite, une fois que vous arrivez sur le site, vous utilisez le code 85 06 79 9. On va attendre un peu que tout le monde se connecte. Sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Voilà, c'est aussi possible depuis le smartphone. C'est très Ça juste. marche très bien aussi sur le smartphone. Ah, on voit qu'il y en a déjà qui commencent à remplir. Donc la première question, d'où venez-vous? Donc vous pouvez pointer sur la carte là où vous êtes localisé. Ça nous donne un peu une vision sympathique de où nous sommes tous situés. Fanny, est-ce que tu pourrais partager ton écran pour qu'on puisse voir les réponses des participants? Tout à fait. Attends, alors du coup, je pense qu'il faut que je sorte et que je revienne. Peut-être. Très bien. Alors, vous avez le code qui s'affiche en haut. Hein, Super. si vous avez, si vous cherchez toujours le code à faire, il est là-haut. Alors c'est bien, on est représentatif à peu près de la France entière, un peu plus sur le Val-de-Loire et Paris. Oui, félicitations aux Angevins. Voilà, une petite carte française. On a personne des DOM. Donc là, il y en a 18 qui ont répondu. Je pense que c'est quasiment la totalité des participants là, non? Pour l'instant, oui. Hop, donc je passe à la suite. Quel est votre secteur d'activité ou production agricole? En fait, ça, c'est plutôt pour qu'on ait une image dans quel type de production vous travaillez, que ce soit l'élevage, les grandes cultures, la viticulture. Et puis après, si vous ne travaillez pas vraiment dans une production, vous pouvez mettre aussi support, innovation, recherche. C'est assez libre.
Bon, je vois qu'on a pas mal de personnes qui sont dans le secteur de l'élevage, hein, que ce soit en prod ou en recherche. Et puis après, il y a tout qui est assez bien représenté. Bon, là, je pense que tout le monde... Ah, non, tout le monde n'a pas répondu. Si, on a une belle diversité Ouais. d'activités, de secteurs et de domaines d'intervention, c'est bien. Ouais. Bon, c'est bon. Patrick, je te laisse la main. Tout le monde a répondu. Très bien. Hop. Très très bien. Alors, je vais prendre la main sur le... Voilà. Toc. Et vous allez voir mon écran. Donc, je vais le mettre aussi en affichage complet. Voilà. Donc, moi, je suis Patrick Sarzeau. Je travaille à l'Institut d'élevage. Avec Maxime, on a été les deux personnes impliquées sur le projet Eurachnos, leader d'un des World Package. Et donc, je vais vous faire une petite introduction sur ce projet-là pour que vous connaissiez un petit peu plus le projet pour ceux qui n'ont pas. Il y en avait la moitié, donc tout à l'heure qu'on voyait qui ne connaissaient pas. Et donc ensuite commencer à entamer un petit peu les productions qui sont sorties de ce projet. Alors, Eurachnos, c'est un projet H2020, et ça fait partie de ces projets H2020 de réseaux thématiques qui ont été lancés pour programmes de recherche et d'innovation avec des financements européens. Et je dirais après une trentaine de projets établis, élaborés, on va y revenir tout à l'heure, eh bien, la Commission a souhaité aussi mettre un peu de lien entre tous ces réseaux thématiques en réfléchissant et en proposant, répondant à un appel à projet, évidemment, proposant une plateforme de connaissances communes pour l'ensemble de ces réseaux thématiques dans l'objectif de mettre à disposition les connaissances et les bonnes pratiques agricoles. Donc, d'où European Knowledge Repository for Best Agricultural Practices, c'est bien une plateforme de connaissances européenne pour diffuser les bonnes pratiques agricoles, avec une vue tout secteur agricole confondu, et avec une cible qui était au départ large, puisqu'en fait, c'est plutôt, on va dire, après coup, répondre à l'ensemble des demandes et l'ensemble des besoins des interlocuteurs agricoles, des chercheurs jusqu'aux agriculteurs, quoi. Donc, les principaux objectifs d'Eurachnos, on peut les résumer ici sur cette diapo, c'est-à-dire l'idée de Eurachnos, ce n'était pas obligatoirement de construire cette plateforme. On va le voir que c'est une première étape et que cette première étape visait plutôt à explorer la faisabilité d'élaborer cette plateforme. Est-ce que cette plateforme est réellement réalisable avec des objectifs et des contraintes claires données par le sens général des évolutions du numérique aujourd'hui, mais aussi par les contraintes européennes, d'être accessible à tous et de partir aussi des contenus disponibles dans les 28 réseaux thématiques qui étaient à ce moment-là en place. Donc l'idée et l'objectif, c'est évidemment pour renforcer les bases de connaissances agricoles dans l'Union européenne et améliorer l'impact sur les producteurs. Ça, c'est aussi quelque chose qui avait été assez établi, que une chose, c'est de produire des réseaux thématiques, d'élaborer des réseaux thématiques avec des beaux sites et des belles productions, mais l'important, c'est évidemment d'arriver jusqu'au end user, comme on dit, c'est-à-dire vraiment la personne qui va utiliser ce contenu dans sa pratique. Et donc, principalement, les agriculteurs, et quand on dit agriculteurs, on parle aussi agriculteurs et forestiers au sens d'Eurachnos. Et puis, avec l'idée quand même qu'une chose, c'est de produire cette structure qui permet de lier les connaissances, mais aussi de le faire en mettant en place
un réseau quelque part de ces réseaux thématiques, créer du lien entre ces réseaux et donc utiliser très fortement les méthodes de multi-acteurs. Ça veut dire permettre à ce que tous les intervenants du processus quelque part de transfert des connaissances puissent participer à cette élaboration, y compris les destinataires, les cibles, les conseillers et les agriculteurs. Alors, lorsque le projet a démarré, il y avait 28 réseaux thématiques, donc, dont Euracnos qui fait partie de cette série. Et donc, on est parti dans ce projet sur la base de l'analyse de ces 28 réseaux thématiques qui présentent en eux-mêmes une grande diversité de projets, d'interlocuteurs, de mobilisation aussi des recherches, mobilisation des connaissances, liens plus ou moins divers et variés avec les agriculteurs et leur implication dans les processus, et avec un champ aussi au niveau des filières. Donc, on a des... J'ose pas mettre en avant plus un projet plus qu'un autre, mais certains d'entre vous autour de cette session sont bien impliqués. Il était bien impliqué dans certains d'entre eux, au niveau français plus particulièrement. Alors, les principaux objectifs et les principaux buts de cette plateforme, c'était de mettre à disposition cette connaissance, en particulier les contenus techniques, et les rendre plus accessibles à l'ensemble des communautés agricoles et rurales en les concentrant sur cette plateforme. Donc, la première étape, ça a été quelque part de se dire que Euracnos devait accompagner, faciliter les réseaux thématiques en place qui étaient en cours ou sont encore en cours donc d'élaboration. Et donc, tout ça, c'est quelque chose d'assez progressif. Et donc, quelque part, il y a eu on a travaillé avec des réseaux thématiques qui pouvaient, certains être déjà bien élaborés, bien lancés, d'autres qui étaient en cours de lancement et qui envisageaient simplement la diffusion des contenus. Et donc, l'idée, c'était de les aider aussi un petit peu dans cette procédure-là. Et quelque part, les étapes un peu d'évaluation des réseaux ont aidé un peu les ont aidés un peu dans leur processus. L'idée, c'est bien sûr d'amplifier l'impact de ces réseaux en connectant ces réseaux thématiques ensemble, en faisant bien sûr le système des cross-visites, ça veut dire les échanges qu'il y a entre les différents projets pour essayer de se connaître et voir ce qui se fait de bien dans les autres pays, dans les autres projets. Et puis, donc plus précisément autour du projet Euracnos, commencer à collecter les contenus, c'est-à-dire les évaluer, comparer les contenus, sur quels supports, quels outils ils étaient disponibles, et puis ensuite, sur cette base-là, développer une base de connaissances accessible et une base d'innovation accessible. Alors, Euracnos n'a été qu'une première étape. Ce que vous présente aujourd'hui, c'est une première étape qui va vers un deuxième projet qui a déjà débuté et qui s'appelle Eureka et qui, lui, est plus dirigé vers la réalisation donc, de la plateforme. Mais déjà, dans le cas d'Euracnos, il y a eu un travail très fort d'élaboration, quelque part, on va dire d'une sorte de cahier des charges quelque part de cette plateforme avec une analyse de l'existant, on va y revenir tout à l'heure, les contenus, comment ils sont élaborés, comment ils sont organisés, les soucis qui ont pu être rencontrés à travers cette analyse-là, l'expression des besoins avec en particulier les utilisateurs, c'est-à-dire les personnes soit qui ont besoin de ces contenus, soit les personnes qui les transfèrent, et puis la mise en place d'un prototype d'une plateforme qu'on vous présentera tout à l'heure, qui constitue en quelque part une sorte de support visible aujourd'hui de ce que pourrait être une plateforme avant que Eureka reprenne ça et en fasse quelque chose de plus élaboré. Alors, les partenaires de ce projet, pour finir,
sont assez nombreux et je dirais que avec l'animation de l'Université de Gand, ces partenaires ont en particulier une particularité, c'est d'être bien impliqués déjà dans les réseaux thématiques et quelque part, l'idée c'était aussi de partir de ces expériences, de ces structures qui avaient en soi déjà un pied bien impliqué dans les réseaux thématiques pour pouvoir élaborer donc ce réseau collectif et commun entre eux, quoi. Voilà, donc je crois il y a plus de la moitié des réseaux thématiques qui sont représentés dans les partenaires qui ont vraiment participé à Euracnos. Voilà. Donc là, j'ai fini ma présentation et maintenant on va passer, je ne sais plus si c'est Fanny ou Léa. Pardon. C'est moi qui vais prendre la suite. Pardon, excusez-moi. Donc bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous partager donc mon écran. Voilà. Tac. Et donc maintenant, on va vous présenter un des premiers résultats du projet Euracnos, une des premières productions emblématiques qui est le guide de l'explorateur. Donc je suis Maxime Marois de l'Institut de l'élevage et tout comme Patrick Sarzeau, nous étions un des partenaires français impliqués dans le projet Euracnos. Donc voici à quoi ça ressemble, ce guide de l'explorateur. Donc là, je vous ai mis un visuel, puis je vous expliquerai par la suite où vous pouvez vous le procurer et comment il a été, on va voir comment il a été construit, à quoi il sert, etc. Donc le titre de ce document, c'est le guide de l'explorateur des réseaux thématiques. Et en sous-titre, pour expliciter un petit peu ce que c'était, on a décidé de retenir et d'indiquer que c'est pour aider, apporter une aide donc à la conception et au déploiement des réseaux thématiques afin de maximiser l'engagement des utilisateurs, on y reviendra par la suite, qui sont ces utilisateurs, et l'impact que peut avoir ce type de projet européen. Donc c'est un guide principalement, mais pas que, on va le voir, à l'usage des coordinateurs de réseaux thématiques, et ainsi que tous les autres partenaires qui sont impliqués dans des consortiums de réseaux thématiques. Donc ce que je vous propose qu'on balaye ensemble maintenant, c'est de voir quels sont les objectifs qu'on a essayé d'atteindre à travers la rédaction de ce guide, voir à qui il s'adresse, qu'est-ce qu'on a été regardé d'un point de vue des réseaux thématiques. Je passerai assez vite quand même sur ce point-là, puisque Patrick, on a dit quand même l'essentiel, je pense. Et ensuite, on s'attardera un peu plus sur les contenus du guide pour vous en faire une présentation un peu plus détaillée. Et puis enfin, j'essaierai de vous montrer à quoi ce guide peut être en pratique utilisé. On a pu voir dans le sondage qu'on avait fait au moment où vous êtes inscrit que certains, pour la plupart d'entre vous, sont quand même déjà impliqués dans des projets européens. D'autres, peut-être moins, mais ça peut susciter des vocations. Et l'idée, c'est aussi de vous montrer à quoi ce guide peut servir pour la suite. Et n'hésitez pas, on vous l'a déjà dit, mais je vous le répète, si vous avez des questions, des commentaires au cours de cette présentation, à les soumettre dans le chat et à l'issue de cette présentation, on prendra un petit moment d'échange et de partage. Donc, juste en préambule, mais très rapidement, puisque Patrick l'a quand même dit, je voulais simplement rappeler, notamment pour les quelques personnes qui ont indiqué qu'ils n'étaient pas encore, qui ne connaissaient pas le projet Euracnos et puis les autres qui ne sont pas forcément, pour le moment impliqués dans des projets européens, ce que sont les réseaux thématiques. Les réseaux thématiques donc sont nés avec la programmation Horizon Europe 2014-2020 et ils avaient pour ambition en fait de mettre en relation des communautés de chercheurs et de praticiens de terrain afin de faciliter et d'augmenter la diffusion de connaissances scientifiques. Et l'objectif aussi, c'était de rendre ces connaissances facilement accessibles, donc compréhensibles par l'ensemble des utilisateurs finaux, que sont principalement les agriculteurs au sens large, les conseillers et potentiellement d'autres types de publics. Et donc, ces réseaux thématiques produisent des contenus sous des formes vraiment très diverses et variées, principalement des résumés de pratiques utiles pour ceux qui sont déjà impliqués dans ce type de projet,
c'est les fameux practices abstractes très bien connues, des brochures, des supports audiovisuels, formes de photos, vidéos, etc., podcasts. Donc, une certaine diversité de contenus. Et l'objectif de ces réseaux thématiques, c'est donc de produire des contenus, de reprendre des connaissances existantes, mais pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc, il y a un important accent qui est mis sur la diffusion. Et aussi, ces réseaux thématiques se préoccupent de comment on fait pour rendre des contenus accessibles qui soient accessibles dans le temps. Donc, il y a la question de la durabilité de mise en ligne des contenus et comment on fait quand le projet se termine, qu'on n'a plus de financement, qu'on n'a plus de temps dédié pour gérer le projet, mais qu'on a mis en ligne des contenus pour que ça perdure dans le temps. Donc, c'est quand même des questions qui sont très importantes qu'il faut pouvoir se poser et trouver des solutions pour y répondre. L'autre définition au préalable, c'est donc qu'est-ce que l'approche multi-acteurs? C'est aussi une exigence du programme Horizon 2020. Donc l'idée, c'était de monter des projets qui soient axés sur les problèmes réels des agriculteurs, forestiers, donc utilisateurs finaux, ou autres acteurs de terrain. Et donc l'idée, c'est dans le partenariat, le choix du partenariat, c'est d'unir donc des différents champs de compétences pour mettre autour de la table des gens avec des compétences complémentaires. Et en réunissant ces différentes personnes, ça permet de travailler sur des solutions innovantes qui sont donc co-construites et les rendre prêtes à l'emploi pour qu'elles soient le plus possible par la suite diffusées, utilisées et reconnues sur le terrain. Donc dès le départ, il y a une diversité de profils qui sont amenés à être réunis dans un consortium pour pouvoir travailler ensemble toutes ces questions-là. Et l'idée de l'approche multi-acteurs aussi, c'est de casser un peu le schéma plus ancien, on va dire, du transfert de connaissances traditionnelles où le monde de la recherche produit du savoir et diffuse sur le terrain. Là, on est plus dans une approche pas que descendante, au contraire, c'est vraiment se nourrir de ce qui est fait sur le terrain, de ce que la recherche est capable de fournir pour accélérer et améliorer ce transfert de connaissances. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, on peut regarder plus en détail le guide. Donc, les principaux objectifs qu'on a voulu atteindre en écrivant ce guide, c'était d'une part de faire connaître et de partager les bonnes pratiques qui avaient été testées et déployées au sein de la communauté des réseaux thématiques. Et donc, on souhaitait, à travers la rédaction de ce guide, les faire connaître, reconnaître et aussi que ça soit adopté par la suite. Alors, par la suite, c'est pour les nouveaux réseaux thématiques qu'on démarrait depuis que le projet Euracnos s'est mis en route et les nouveaux réseaux thématiques qui continuent de démarrer. Et ceux qui étaient déjà en cours précédemment, qui peuvent aussi se nourrir en fonction de leur avancée de ces travaux-là. Donc, c'est un guide qui sert en fait d'outil de réflexion également avant de se lancer dans la mise en place d'un réseau thématique. On le verra par la suite, comment il soulève un certain nombre de questions qui sont importantes à avoir à l'esprit. Et puis, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que c'est un guide qui est relativement facile à prendre en main puisqu'il est court. Il fait que 36 pages. Par contre, ce n'est pas un mode d'emploi du fonctionnement des réseaux thématiques. C'est quelque chose certainement qui est à produire, mais qui devrait faire l'objet d'un autre projet à part entière, pour au moins une partie de projet, puisque là, le projet Euracnos est un projet très court, il a duré que 2 ans. Donc déjà, en 2 ans, on a produit pas mal de supports. Vous ne pouvez pas non plus aller jusqu'à ce stade-là. Mais bon, c'est important de le savoir. Donc c'est plutôt un inventaire des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre par les différents réseaux thématiques. Et donc, il fournit des recommandations, des références sur les principales questions récurrentes abordées par les réseaux thématiques. Au niveau de la cible, bien sûr, ça s'adresse, comme je vous disais tout à l'heure, à toute personne, tout partenaire qui est impliqué dans un réseau thématique en tant que coordinateur du réseau, mais également tous les autres partenaires du consortium, que ce soit donc pour l'écriture du projet, pour un projet qui est déjà en train de maturer ou qui pourrait arriver par la suite. On y reviendra un peu plus tard. Ça va servir de base pour les évaluateurs de la Commission européenne qui évaluent un petit peu tous ces réseaux thématiques
puisque ça permet de leur présenter un petit peu toute la diversité, toutes les questions qui se posent les réseaux thématiques. Et puis, ça peut aussi également servir à toute personne qui est responsable de projet et qui souhaite voir un petit peu ce qui se passe au niveau des projets européens. Donc là, c'était juste pour rappeler un petit point méthodologique, comment on a fonctionné et comment on a réussi à écrire ce guide au sein du projet Arachnos. On avait d'abord tout un Word package, un lot de travail donc, qui s'est intéressé à investiguer les 27 réseaux thématiques existants pour voir quel type de contenu ils produisaient dans leur diversité, si c'était plutôt des brochures, si c'était plutôt des podcasts, si c'était plutôt des vidéos. Voilà. Ensuite, on a été regarder comment tous ces contenus de connaissances ils étaient mis à disposition des utilisateurs, donc la plupart du temps, enfin, de manière quasi exclusive, via des sites internet, et pour constituer ce qu'on appelle donc un réservoir de connaissances, on pourrait appeler ça une bibliothèque virtuelle donc en ligne. Donc on a été regarder un petit peu les fonctionnalités qui étaient proposées et comment tous ces contenus étaient mis en place. On a aussi regardé, on s'est intéressé à tous les moyens qui étaient déployés par les réseaux thématiques en termes de communication et de diffusion. Alors communication pendant la durée du projet, mais en interne entre les partenaires du projet, mais également auprès des cibles, hein, des destinataires finaux de toutes ces connaissances qui sont produites, et quels étaient aussi les principaux canaux qui avaient été utilisés pour la diffusion des connaissances produites. Et enfin, on s'est aussi intéressé à l'approche multi-acteurs pour voir quels étaient donc dans les différents consortiums de ces réseaux thématiques les partenaires impliqués, la nature, si les agriculteurs étaient ou représentants d'agriculteurs étaient bien représentés ou pas, ou enfin voilà. Donc il y a eu une évaluation un peu précise de ça. Et donc c'est ce qui a permis de constituer la base afin de produire le guide. Donc maintenant, le guide, comment est-il structuré? On s'est dit que le plus logique, c'était de se mettre dans la peau de quelqu'un qui était en train de réfléchir à un projet à soumettre à la Commission européenne pour répondre à un call particulier pour monter un réseau thématique. Et donc, on l'a structuré sous cet angle-là, en se positionnant entre le moment où le projet va être déposé et en cours d'être accepté, au moment où le projet va démarrer, va vivre, et puis après, quand le projet est terminé, qu'il n'est plus financé, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Donc sur sur la phase de préfinancement, on a toute une section du guide qui va détailler l'approche multi-acteurs pour expliquer comment ça se traduit dans les consortiums et dans ce type de projet. Et là, on est vraiment donc dans la phase amont où on se pose la question de quel type d'acteurs on va engager dans ce projet. Ensuite, il y a toute une section ou chapitre qui s'intéresse à comment justement travailler avec ce multi-partenariat de multi-acteurs et être relativement efficace dans l'animation et dans le fonctionnement de l'implication de tous ces acteurs. Le chapitre suivant s'intéresse vraiment, on va dire, c'est le cœur un peu du réacteur, c'est là où ça produit des choses. Et justement, on rappelle un petit peu le déroulé de cette phase de production de contenu, en l'occurrence. Et enfin, le dernier chapitre traite de comment on évalue quelles ont été les expériences des précédents réseaux thématiques sur l'évaluation de l'impact de ce qu'ils produisent. Quels sont les retours, qu'est-ce qui est pris, qu'est-ce qui n'est pas pris, et comment on arrive à aborder cette question de l'impact, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Et enfin, comment on peut aborder la question de la durabilité des connaissances produites par les réseaux thématiques. Et c'est là où les projets Euraknos et Eureka est susceptible aussi d'apporter des solutions. On y reviendra par la suite. En complément, ce que je voulais dire sur l'utilisation du guide, il faut savoir qu'il y a deux types d'encadrés qui reviennent régulièrement dans le guide. Un premier type d'encadré qu'on a appelé bonne pratique, qui se matérialise par l'encadré vert que vous avez à gauche de l'écran avec le pouce en l'air. Et donc, en fait, ces bonnes pratiques, c'est ce qu'on a recensé
parmi la diversité des réseaux thématiques, des choses qui nous semblaient des exemples concrets d'application des principes qu'on développe dans le guide et qu'on souhaitait mettre en avant. Donc, c'est une façon visuelle de faire ressortir ces choses-là. Et également, un autre visuel qu'on a fait ressortir, un autre type d'encadré, c'est tout ce qu'on appelle les explications, donc matérialisées par une petite ampoule éclairée. Et donc là, c'est pour apporter un regard complémentaire de compréhension et d'explication pour amener une recommandation, pour illustrer une recommandation. Et un conseil que je voulais vous partager, c'est que c'est vraiment intéressant de se procurer la version PDF du guide. Je vous l'expliquerai comment on le fait par la suite. Parce que dans ce guide, en fait, il y a tout un tas de liens hypertextes actifs qui permettent d'un simple clic de vous emmener sur les références qui sont citées et d'avoir accès à des liens directs vers ces sites internet. Alors, rapidement, parce que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'était juste pour vous expliquer comment le guide est structuré et qu'est-ce qu'on y traite dedans. Donc, dans le chapitre sur l'approche multi-acteurs, je vous ai listé là à l'écran les principales questions auxquelles on a essayé de répondre. Donc, je ne vais pas toutes vous les lire maintenant, mais je vais en citer quelques-unes à titre d'exemple. Donc, déjà, on a été définir qu'est-ce que c'est l'approche multi-acteurs. Après, on a été regarder comment choisir le bon thème pour structurer son projet et faire en sorte que les différents partenaires qu'on va solliciter s'y retrouvent et que ça crée un projet commun. Voilà, après, si je passe, c'est comment on élabore une stratégie d'engagement des utilisateurs, comment on élabore un plan de diffusion et d'exploitation. Voilà. Donc, dans le chapitre suivant, pour tout ce qui est sur l'efficacité qu'on veut pour travailler en réseau multi-acteurs, et ben là, c'est pareil, on a été regarder quelles étaient les règles de base qu'il fallait se fixer pour justement travailler de manière efficace. Donc, on a rappelé un petit peu comment il serait bon que les choses fonctionnent. Et ensuite, on a été lister les qualités et compétences que pouvait avoir un animateur ou facilitateur pour faire fonctionner une telle organisation. Dans le chapitre suivant, là, on a été identifié on a été listé comment on évalue et comment on identifie les besoins des utilisateurs. Voilà. Donc en fait, on décrit de manière très, très pratique comment il faut faire pour produire des contenus qui vont être adaptés aux cibles qu'on vise. Et enfin, sur le dernier chapitre, donc mesure de l'impact et de la durabilité des réseaux thématiques. Donc on a donné un petit peu comment visuellement on pouvait évaluer l'impact des réseaux thématiques. Donc il y a des choses assez pratiques dans le guide. Et aussi, on a posé la question, on a essayé d'y répondre, comment améliorer donc la durabilité des résultats générés et du réseau constitué. Et on a commencé à introduire les options qui pouvaient se présenter, qui se présentaient au consortium d'Oracnos, c'est sûr, et également repris par Eureka par la suite, pour justement concevoir un réservoir de connaissances mutualisé commun. Une autre façon donc de découvrir ce guide, c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est par le biais d'une vidéo d'animation qu'on a réalisée dans le cadre du projet Euracnos et qui est donc accessible en accès libre sur notre chaîne YouTube Euracnos. Donc je vais maintenant vous la passer. Alors, hop. Tac. Voilà. Donc c'est une vidéo d'animation assez courte que je vais mettre en plein écran, qui est en anglais, mais je vous ai activé les sous-titres en français. Je pense que tu n'as pas mis le son, Maxime. Oui, pardonnez-moi, j'ai effectivement omis de mettre le son. Je recommence, c'est le gag classique. Hop. Voilà. C'est reparti. The Euracnos Explorer's Guide provides a support framework to learn from previous thematic network projects.
reflect, and implement the most relevant elements to create the highest possible impact for your project. The guide starts at the conceptualization stage, considering ways to incorporate the multi-actor approach into your consortium and project design. The multi-actor approach is about bringing people together with unique, complementary skills from science and practice to work together to co-create knowledge that's ready for practice by farmers, foresters, and advisors. Using the multi-actor approach can help ensure you choose the right theme for your thematic network, ensuring user needs are being met by your project. User engagement and knowledge exchange are key to a successful thematic network project. The knowledge exchange pathways illustrate the main mechanisms through which you can collect, co-create, and share your thematic network's ready for practice knowledge to as many users as possible. It's also important to agree how to work together and function effectively as a multi-actor consortium to achieve your project objectives. Using a facilitator to support the consortium in working cohesively and effectively engaging with users can be hugely beneficial. With these strong foundations in place, you can confidently proceed with your project. Participatory needs assessments can be used to further shape and develop your project's theme. Involving farmers, foresters, and advisors as key knowledge providers can help to select good practices that can inspire or be applied by others to optimize their agricultural or forestry practice. The next step is to share and disseminate these good practices beyond your network. There are a range of ways to do this. Active involvement of users is vital for sustaining the valuable results in networks beyond the lifespan of the project itself. Check out the Eurachnos Explorer's Guide to Thematic Networks, available through our website. Enjoy the journey and never stop exploring. Voilà, donc je vais revenir sur la présentation. Ce que je voulais vous dire maintenant, c'est comment, vous expliquer comment se procurer le guide. Donc, comme vous pouvez le voir, il est disponible en français, mais pas que. Pour cela, mais Margot vous le montrera par la suite. Il est disponible donc sur le site internet d'Eurachnos en version numérique et en téléchargement en accès libre. Mais à savoir, vous pouvez également en demander une version imprimée, puisqu'on a pu en imprimer un certain nombre d'exemplaires. Et pour cela, il vous faut simplement vous rapprocher d'un des partenaires du projet. Donc là, pour la France, on a l'ACTA, l'IFV et puis IDEL. Et à ce moment-là, on pourra vous en envoyer un sans problème. Juste pour votre information, donc ce guide a été décliné en 12 autres langues européennes, en anglais bien sûr, mais ainsi que toutes les autres langues du consortium d'Eurachnos, ainsi que les langues du consortium d'Eureka, pour justement le diffuser le plus largement possible, quoi. Voilà. Et pour finir, donc, je voulais vous présenter une utilisation pratique qui peut être faite de ce guide. Donc, ça peut servir à répondre notamment aux nouveaux appels à projets du programme Horizon Europe, puisque là, je vous ai mis trois topics différents, 3 sujets, qui sont vraiment en lien avec les réseaux thématiques, comme vous pouvez le voir. Et donc, notamment le premier appel là, pour cette année 2021, où l'idée, c'est de renforcer la connexion, le lien qu'il peut y avoir entre donc, les réseaux thématiques et les groupes opérationnels, pour justement travailler sur cette question de diffusion de connaissances et puis de créer en fait des bibliothèques de connaissances pour qu'elles soient le plus possible utilisées en pratique. Donc pour répondre à un call comme celui-ci, avoir sous le coude le guide de l'explorateur, ça peut être, je pense, assez utile. Voilà, j'en ai terminé. Donc maintenant, si vous avez éventuellement des questions, des remarques, ou peut-être qu'il y en a dans le chat qui sont arrivés pendant que je présentais, ça peut être l'occasion de prendre quelques minutes ensemble pour échanger. Apparemment, on n'a pas de questions ni de remarques dans le chat.
Si je peux juste me permettre un petit ajout, Maxime, sur tes ta dernière slide où tu as parlé des trois topics. Juste pour petite précision, le programme de travail Horizon Europe sera définitivement publié courant avril, fin avril. Et donc, vous pourrez trouver les détails de ces différents topics en ligne sur le site de la Commission, avec ce que la Commission attend de vous, les différents impacts, et comment vous pouvez participer à ces topics en montant des projets. Voilà. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, c'est le moment. Bonjour à tous, Charlotte Doques. Je me permets une question, donc Institut de l'élevage. J'aurais aimé avoir votre sentiment, votre impression après avoir travaillé sur quand même un grand nombre de groupes opérationnels. Quel est leur degré de praticité, c'est-à-dire dans quelle mesure finalement ce réservoir de connaissances va pouvoir apporter des choses qui seront vraiment directement utiles aux éleveurs. Est-ce qu'on est vraiment dans l'appliqué ou est-ce qu'on est encore un peu loin? Donc on a vu sur l'exemple du guide que là on est vraiment sur outiller en fait les gens qui vont faire du multi-acteur. On est sur de l'appliqué mais en deuxième ligne pour les chercheurs, les conseillers, etc., qui vont faire du multi-acteur. Ensuite, dans le réservoir de connaissances, plutôt la première partie de la présentation, on est dans l'appliqué, on est encore un peu loin, juste pour avoir votre feeling, Ton micro, Patrick, s'il te plaît. Pardon, je veux bien répondre à ta question, Anne-Charlotte. C'est vrai que dans la première étape du travail, où il y a eu une analyse des réseaux thématiques, on a été confronté à la très grande diversité, j'allais y revenir dans une des diapos tout à l'heure, très grande diversité des productions. Et de ces réseaux thématiques, des réseaux thématiques qui n'ont pas obligatoirement toujours été pensés obligatoirement de la même façon, et avec en particulier une grande diversité sur le choix des cibles, à qui ça doit être destiné, et comment et le mode de façon de travailler avec ces cibles. Certains étant très branchés vers les agriculteurs, d'autres un petit peu moins, d'autres très communicants sous forme un petit peu traditionnel, avec des fiches techniques, des parties abstractes, des choses comme ça, d'autres beaucoup plus avec de l'échange et de la mise en place des fois de groupes de travail et de réflexion et d'échange dans lesquels les chercheurs et les conseillers étaient impliqués. Donc on a une réelle diversité. Et ça a été sans doute un des challenges majeurs de ce projet, de se dire, bon, c'est une belle idée que de dire, là, il y a du travail et c'est vrai qu'il y a de la connaissance qui est créée. Comment est-ce que l'on peut la mettre en évidence, la faire fructifier, la rendre plus visible? Donc, c'était vraiment une première étape d'observation. Et c'est vrai qu'on n'était pas censé évaluer les réseaux thématiques, mais au travers de ce qui a pu être observé, le constat de est-ce qu'on est vraiment efficace pour atteindre les agriculteurs s'est posé quand même. Et il est important de se dire mais comment faire pour améliorer. Oui. Et sinon, alors je prolonge en repartant sur le guide de l'explorateur. Moi, je trouve que c'est un très beau travail, très bel outil, ce guide de l'explorateur. Et je me demandais comment il avait été reçu dans les différents pays, comment vous avez l'impression qu'il est perçu et qu'il va être utilisé. C'est peut-être dur de savoir encore. Ouais, si je peux me permettre, donc je vais essayer de te répondre. Ouais, effectivement, c'est un peu prématuré pour vraiment savoir exactement comment il va être perçu, parce qu'effectivement, il est en pleine diffusion dans les différents pays. Même il y a un certain nombre de pays, la version imprimée, elle est en train d'arriver, donc elle n'est pas diffusée. Par contre, j'ai quand même un peu sondé le terrain, effectivement, au niveau des différents partenaires pour savoir quel type de réseau ils allaient privilégier pour diffuser le guide.
Ce qui ressort pour certains pays quand même, c'est qu'ils ont la volonté de s'impliquer d'autant plus dans les projets européens, qu'ils y voient un réel intérêt, une réelle opportunité. Et justement, d'avoir ce guide, ça les rassure. Enfin, ils ont l'impression qu'ils vont avoir un petit peu des clés avant de se lancer. Voilà. Après, les retours, pour compléter un peu les retours que j'ai pu avoir, bah, c'était de se dire c'est bien, puisque jusqu'à présent, rien n'était vraiment formalisé, on va dire. Donc, c'est intéressant quand même d'avoir un document pour justement avoir un certain nombre de questions pour ceux qui ont déjà été impliqués dans des réseaux thématiques, etc. De se dire, bah voilà, au moins on a quelque chose maintenant qui existe. Même si d'autres plus expérimentés se disent, c'est pour ça que je le disais dans ma présentation, ça serait bien si c'était un stade plus loin, on était carrément dans le mode d'emploi. Bon, là, vu le temps, on ne pouvait pas se permettre, mais c'est quelque chose qui reste à produire pour compléter, pour aller plus loin. Voilà. Peut-être un complément par rapport à ce que dit Maxime sur le. C'est vrai que c'est pas un mode d'emploi dans le sens que c'est pas un guide pratique très par rapport au projet réseau thématique, mais dans le sens de l'usage de la démarche multi-acteurs, il y a quand même beaucoup de choses à retenir sur et de recommandations sur les bonnes façons justement d'impliquer les différents acteurs dans les projets et dans leur élaboration et dans les restitutions. Et ça, ça donne des clés qui sont peut-être pas formalisées sous forme d'un guide pratique, mais qui sont quand même, comme c'est relativement nouveau, qui facilitent quand même la compréhension de cette approche et qui donnent quelques clés sur la manière de s'y prendre. Merci. Alors, on s'autorise une dernière intervention et puis malheureusement, on sera un peu contraint par le temps, on devra passer à la suite. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Si vous pouvez allumer votre micro et prendre la parole. Oui, Pascal Riccoboni, je m'occupe de l'animation nationale du PEI Agri. Et de fait, donc on a bien reçu ce guide, on le trouve tout à fait intéressant. Je pense qu'il sera très utile. On lance des animations thématiques, donc l'une sur l'élevage herbivore durable porté par l'Institut de l'élevage. Et donc, ce guide va vraiment nourrir les travaux du chef de projet, là, Arnaud Villaret. Mais par ailleurs, je le trouve très intéressant parce qu'on se pose vraiment la question de comment mieux accompagner les groupes opérationnels sur le terrain, sur toute la partie, et notamment valorisation, exploitation des résultats. Et ne serait-ce que dans la structure du guide, par exemple, les quelques slides que vous avez présentés du début du projet jusqu'à sa fin, cela semble également très, très utile pour les propres travaux d'accompagnement des projets multi-acteurs territoriaux pour la réussite de leurs projets, la valorisation de leurs travaux, le ciblage de leurs travaux, etc. Donc, vraiment merci parce que voilà, on va vraiment l'exploiter. Et peut-être même pour le futur réseau PAC, parce qu'on a là une mine d'informations. Merci pour votre retour. On poursuit. Je te laisse la main, Margot. Très bien. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran? Ouais. Oui. Ok, alors, très bien. Donc moi, je vais vous parler de la communication et de la dissémination, parce que dans un projet qui met en relation les réseaux thématiques, c'est essentiel. Donc, tout d'abord, la communication et la dissémination, il y en a beaucoup qui mélangent ces deux termes, mais ce n'est pas la même chose. La communication d'un projet, ça peut être sur les résultats, mais également sur le projet en soi. Par exemple, il y a tel événement qui est organisé la semaine prochaine, ça va être de la communication. Et ça peut s'adresser à diverses catégories de public. Donc, des scientifiques, des agriculteurs, des chercheurs de projets européens, etc. La dissémination, ça va être vraiment communiqué dans le but que les résultats qu'on communique soient exploités, ils soient réutilisés dans un autre travail. Donc, on a beaucoup étudié la communication
dans les réseaux thématiques afin de savoir quels canaux de communication ont le plus d'impact selon les cibles. Donc tout d'abord, il y a une étude de bureau qui a été réalisée. Donc à partir de tout ce qui était disponible sur Internet, donc les sites web des réseaux thématiques, les réseaux sociaux et Cordis. Donc Cordis, c'est un site de la Commission européenne qui répertorie donc les projets H2020. Et donc à partir de cette étude de bureau, puis à partir d'une enquête en ligne et des interviews afin de vraiment rencontrer les réseaux thématiques, avoir leur ressenti sur leur communication et leur dissémination, on a pu analyser ce qui avait le plus d'impact. Donc, à partir de cette analyse et à partir de la méthodologie du plan de communication, je vais vous expliquer un peu comment réaliser une communication efficace. Donc, tout d'abord, il faut définir le mandat. Donc, vraiment comprendre quel problème on souhaite résoudre et communiquer afin de le résoudre. Donc, ça peut être assez large. Par exemple, Euraknos, on va dire que le mandat, c'est mobiliser les réseaux thématiques, faire connaître notre projet afin de rassembler tout le monde autour d'une base de données commune. Mais le mandat peut être bien plus précis. Ça peut être, par exemple, fournir aux chercheurs et aux bailleurs de fonds un réseau grâce auquel ils peuvent recevoir des commentaires directs de l'industrie laitière. Donc ça, c'est par exemple le mandat qui était dans un réseau thématique qui s'appelle 4D4F. La deuxième étape, ça va être d'analyser la situation. Donc Euraknos, c'est un projet européen, donc c'est un projet multiculturel. Donc on va analyser vraiment à l'échelle européenne la diversité des acteurs et des réseaux thématiques. Mais la situation peut être très différente selon les projets, selon les réseaux thématiques. Par exemple, dans le réseau thématique EU-PIG, c'est axé vraiment sur la thématique du port. Donc, il a fallu analyser vraiment les acteurs qui sont dans le monde du port en Europe, donc acteurs statistiques problématiques. Donc, c'est plus précis. La troisième étape, ça va être de définir donc, les objectifs. Donc, pour la communication, mais également dans tous les projets, il faut que les objectifs soient SMART, donc spécifiques, mesurables, adaptés, réalisables et définis dans le temps. Donc, par exemple, pour Euraknos, si on prend la conférence finale, donc c'est spécifique parce que c'est la conférence finale, mesurable parce qu'il y en a une seule, adapté parce que là, ce qui est écrit level 1, 2, 3, 4, c'est nos différents niveaux de communication. Et réalisable parce qu'on a choisi 150 participants, donc pas 20 000 participants pour cette conférence. Et défini dans le temps, sa conférence finale, ce sera à la fin du projet. Alors, c'était à la fin du projet. Donc, quand on communique, il faut également identifier notre public cible. Donc, pour Euraknos, donc, il y avait d'abord notre première cible, c'était les partenaires Euraknos. La cible un peu plus élargie, les partenaires des réseaux thématiques, puis les acteurs du PUI Agri, et enfin un peu tout le monde agricole. Mais par exemple, pour d'autres réseaux thématiques comme Affinet, ça va être plus les agriculteurs et les forestiers, les PME, les étudiants en ingénierie, etc. Donc c'est vraiment à chaque projet ces cibles différentes. L'étape suivante, ça va être d'établir un axe de communication. Donc souvent, l'axe de communication, c'est un peu le but, l'objectif du projet. Donc l'axe de communication d'Euraknos, c'était base de données commune au réseau thématique. Mais par exemple, dans le réseau thématique Panacea, la communication était axée vraiment sur la plateforme d'échange sur les projets de culture non alimentaire. Donc vraiment, il faut établir son axe de communication et ensuite tout tourne autour de cela. Ensuite, il faut donc élaborer une stratégie de communication. Alors pour cela, il y a 4 questions qu'il faut se poser à chaque fois. C'est quelle action on veut mener, à quel moment, qui va la mener et pourquoi. Donc là, on voit que dans When, donc, il y a le mois 1, mois 2, mois 3, mois 4. Donc il faut vraiment choisir à quel moment ça va être stratégique de mener cette action. Il faut donc expliquer quelle action, qui la mène. Voilà, donc là, c'est les partenaires dans Who. Et comment ça va être soit en face à face, soit par les réseaux sociaux, etc. Il faut donc ensuite déterminer les moyens de communication. Donc, ils sont très variés. Ça peut être les réseaux sociaux, des livrets, des webinaires, des journaux.
Il y en a vraiment tout un panel qui permet de viser différents acteurs et de s'adapter également aux besoins et aux envies des partenaires, de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils pensent qui serait le plus stratégique pour leur projet. Et il ne faut pas oublier également de définir qui va mener l'action, de choisir quel partenaire va mener quelle action et de bien lui expliquer pour qu'il sache ce qu'il devra faire dans le projet et que même pour les autres partenaires, ils aient vraiment un point de référence, ils savent à qui s'adresser, soit s'ils ont des suggestions, soit si le travail n'est pas fait, c'est important de savoir à qui se référer. Il faut donc également rédiger le message. Donc le message, ça va pas être le fond va être pareil, mais on va pas le formuler pareil en fonction de si on s'adresse à des décideurs politiques, à des agriculteurs, à des ingénieurs. Donc on va pas forcément utiliser les mêmes canaux, par exemple vidéo, réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que le métier qui joue, il y a également la génération, par exemple, quelqu'un qui est sur le point de partir à la retraite, on ne va pas forcément s'adresser à lui de la même manière que quelqu'un qui vient d'arriver dans le monde du travail. Ou également, selon la situation géographique, on ne va pas s'adresser par les mêmes réseaux à quelqu'un qui vient du Danemark ou du Portugal. Il n'aura pas forcément les mêmes réseaux sociaux, ou il n'aura pas les mêmes habitudes. Il faut également définir le budget. Donc ça, en fait, c'est vraiment la première chose, c'est défini dans le Grant Agreement, qui est un peu le contrat du projet. Et ensuite, on définit les actions de communication par rapport à ce budget. Ce n'est pas le budget qui s'adapte aux actions. Et enfin, il faut dresser le bilan et évaluer les résultats. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment parce que Euracnos, c'est un projet qui se termine le 31 mars. Donc, le bilan est en cours. Il y a souvent dans les réseaux thématiques ou les projets européens une évaluation qui a lieu à mi-parcours. Comme ça permet aux partenaires de rectifier un peu les décalages, de voir s'ils sont un peu plus faibles sur certains points, afin de vraiment atteindre ces objectifs, ces Key Performance Indicators à la fin du projet. Donc, on va regarder si on a atteint le nombre de followers qu'on voulait sur les réseaux sociaux, si on a atteint le nombre d'événements qu'on avait prévu d'organiser, le nombre de vues sur YouTube, le nombre de newsletters qui ont été envoyés et tous les autres objectifs qu'on s'était fixés. Mais il faut également penser donc à la fréquence des messages. Donc, par exemple, sur Twitter, c'est bien de se fixer, je ne sais pas, lundi et mercredi, et vraiment d'être régulier toutes les semaines, parce que les personnes qui regardent le compte, ils vont être habitués à savoir à un moment qu'à ce jour-là, il y a des messages. Il faut penser à la langue dans les projets européens, parce que tout le monde ne parle pas anglais. Et donc, communiquer en anglais, c'est bien, mais il faut penser à ce que certains documents soient traduits, ou à ce qu'il y ait, comme là on est en train de faire, un webinaire dans la langue nationale, parce qu'il n'y a pas que l'Europe, il faut que ça aille jusqu'à l'échelle nationale et locale. C'est important d'avoir une charte graphique pour être reconnu, identifié partout. Donc, par exemple, le logo, l'écriture, les couleurs. Euracnos, même si des fois ça change un petit peu, on reconnaît toujours notre identité visuelle. Les templates, donc c'est des modèles qui servent aux partenaires pour faire leur communication. Par exemple, pour faire nos slides aujourd'hui, on avait tous un peu une trame. Et ça, c'est des choses qu'on peut trouver, que tous les partenaires peuvent trouver au même endroit. Et c'est important pour que, un peu dans la même idée que la charte graphique, pour être reconnu partout. Et enfin, le planning, donc ce que je vous ai montré avant, c'était le planning général, mais il faut également penser à faire un planning par mois. Par exemple, si je dis en mois 3, il y a une newsletter, le mois 3, il n'y a pas que écrire ma newsletter, il faut première semaine écrire les articles, deuxième semaine la faire relire par les partenaires afin qu'ils puissent ajouter leurs suggestions, la troisième semaine, l'envoyer pour qu'elle soit traduite dans les autres langues et seulement la quatrième semaine, l'envoyer. Donc, il faut vraiment penser du plus global au plus précis. Donc, à partir de toute cette analyse, on a quelques recommandations. Donc, bien identifier le public. Et donc,
pour communiquer pas seulement selon sa catégorie, mais comme je vous expliquais, selon la génération ou la situation géographique. Faire attention à ce que les canaux qu'on utilise, ils atteignent vraiment la cible qu'on veut. Parce que si on veut, je ne sais pas, viser des agriculteurs, mais qu'on utilise un canal qui va viser plus les décideurs politiques, c'est super, on va viser du monde, mais pas les personnes qu'on veut atteindre. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Il faut vraiment également envisager donc, de connecter les réseaux thématiques aux autres projets européens et nationaux et assurer une continuité entre les projets et les programmes. Donc, parce que comme Maxime disait avant, on essaie vraiment de travailler sur la durabilité des projets pour pas que le projet il est fini, hop, ça s'arrête et ça n'existe plus. Il faut vraiment travailler là-dessus, réfléchir à ça. Et il faut également accorder du temps au budget et aux actions de communication et dissémination, parce que souvent, c'est quelque chose où on se dit, on communiquera rapidement là-dessus, mais c'est important de le faire bien, parce que sinon, le projet tout seul, s'il n'est pas connu, en fait, il sera moins efficace que si les gens vraiment le connaissent, en parlent et retravaillent dessus. Et donc, enfin, il faut vraiment bien décider quels canaux, matériels, outils on va utiliser pour communiquer. Donc, je vais vous montrer le site de Racnos, les livrables. Alors, est-ce que vous voyez ma page internet ou pas? Ou est-ce que vous êtes toujours sur le PowerPoint? Non, on est sur ton PowerPoint. Ok. Alors, du coup, je pense qu'il faut que je quitte le partage d'écran et que je recommence. Désolée. C'est bon? Oui, on est sur le site internet Racnos. Ok. Alors, sur le site internet Racnos, il y a une page qui est destinée aux livrables. Donc, les livrables, c'est tous les travaux qui ont été produits pendant le projet. Donc, il y a les webinaires. Donc, peut-être que celui qu'on fait aujourd'hui, il sera sur le site. Donc, il y a les conférences, tout ça. Il y a également donc le guide de l'explorateur que Maxime vous a présenté. Donc, il y a la petite vidéo que vous pouvez retrouver si vous avez besoin de présenter ce guide. Mais il y a également le guide dans toutes les langues dans lesquelles il a été traduit, dont le français. Sur cette page des livrables, vous pouvez également trouver tous les documents qui ont servi pour le réservoir de connaissances. Donc, le policy brief que Léa vous présentera tout à l'heure, notamment. Et il y a également tous les podcasts que vous pouvez écouter sur Spotify, mais également sur YouTube. Donc, ils sont tous sur le site de Racnos. Et alors, je crois qu'il y a encore autre chose en dessous. Oui. Il y a également tous les documents qui peuvent vous resservir dans d'autres projets. Par exemple, les practice abstract. Donc, c'est des bonnes pratiques. Et également tous les documents sur la communication, comment avoir une bonne communication. Et voilà. Et aussi des documents pour vous présenter le projet. Donc, je pense que j'ai fini pour ce qui concerne, de vous présenter ce qui concerne la communication de Racnos. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être des questions? Je ne vois pas de questions dans le chat, mais si vous voulez lever la main pour poser une question à Margot, si vous avez, on avait vu dans certaines réponses du formulaire que certaines personnes avaient potentiellement des questions pour construire des réseaux thématiques, donc voilà. Je vois une question, est-ce qu'il y a de Pascal Ricoboni, est-ce qu'il y a un guide spécifique? Margot, je te laisse répondre. Alors, le plan de communication, c'est un document, je crois, qui est confidentiel, mais il y a des guidelines qu'on peut trouver, et il y a le livrable qui reprend toute l'analyse qui a été faite des réseaux thématiques qu'on peut trouver dans les livrables là où j'ai montré sur le site. C'est ça. Il a un numéro, il s'appelle le D2.3. Voilà.
Et dedans, vous pourrez retrouver toutes les informations, analysant un peu les bonnes pratiques et les choses un peu innovantes qu'on a pu retrouver dans les réseaux thématiques, et ensuite les recommandations vraiment sur une bonne communication, une bonne dissémination dans les réseaux thématiques principalement, et projets multi-acteurs. Est-ce que les infographies, nous les mettons avec les livrables? Les infographies, je suis pas sûre de savoir. Peut-être qu'il y a des slides, hein. Je pense pas qu'on ait d'infographie. Je pense qu'on a des practice abstracts et des fact sheets. Ouais. Je sais pas, mais on n'a pas d'infographie. Mais oui, en tout cas, tout ce type de documents, c'est dans les livrables, oui. Bon, pas très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à la suite. Oui. Vu qu'on a un petit peu de retard, là. Patrick, on te laisse la main pour la prochaine présentation. Tout à fait. Donc, en fait, on va être à deux avec Maxime. On comptait en effet vous parler de la plateforme. Donc, Maxime, je te laisse prendre du coup l'écran avec les diapos. Oui. On va vous présenter et la plateforme, comment on y est arrivé, enfin la plateforme et le prototype plutôt, et ensuite présenter justement ce prototype, que vous ayez une vue un peu de ce résultat. Alors, oui, c'est vrai que le projet n'est qu'une étape par rapport à Euracnos, qui va vers Eureka. Et donc là, on a quelque chose qui est plutôt en chantier, qui a été élaboré en chantier, et dans lequel on était, comme je disais tout à l'heure, en progression de l'expression des besoins vers le cahier des charges et vers le prototype. Comme je le répondais tout à l'heure à la question de Charlotte, la première étape a été de faire un état des lieux de ce qui existait, et ce qui a pu être observé quand même au travers des 28 réseaux thématiques qui est à la base d'analyse de départ, c'est cette grande diversité. Diversité parce qu'on y retrouve sur ces réseaux thématiques beaucoup de vidéos, beaucoup de pratiques abstractes. Alors, les vidéos, c'est plutôt, on a un peu analysé l'impact, même si on pourrait dire aussi qu'en termes d'impact, on n'a pas obligatoirement eu tout le temps les résultats réels de l'usage de tous ces éléments sur le terrain, mais en tout cas, les vidéos semblaient être vraiment des éléments super efficaces en termes de communication et de dissémination des innovations. Et puis, bien sûr, les pratiques abstractes, version un peu reconnue au niveau européen comme étant un support à démultiplier, à reproduire sur l'ensemble des innovations. Mais aussi des sites qui passent aussi par de la publication de notes scientifiques, qui sont un petit peu moins quand même utilisables par les autres partenaires, et en particulier par les agriculteurs en direct, tels qu'ils ne sont pas faits pour eux. Et puis des sites aussi qui peuvent être des sites catalogues, des sites annuaires d'activités, d'actions, d'opérations de conseils ou d'opérations de communication et dans lequel, ben, en fait, lorsqu'on va sur certains sites, on va retrouver en fait des choses qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire européen et qui ont en commun, par exemple, de travailler sur les circuits courts, par exemple, et d'avoir des expériences de circuits courts. Et c'est au travers de ces échanges qu'il y a de l'innovation, mais c'est quand même des contenus très, très, très divers et variés. Alors, ce qui a été aussi observé, c'est pas obligatoirement, parce qu'on a posé la question aux animateurs des réseaux thématiques et aux coordinateurs de ces plateformes, pas toujours une vue très claire des cibles, en fait, avec l'idée souvent d'avoir une vue la plus large possible, et en particulier d'avoir peut-être deux fins, la première étant de parler de leur projet, donc des réseaux thématiques, et puis de l'autre, de parler à des gens qui ont besoin des contenus, les agriculteurs, les conseillers. Et là, bon, ça facilite pas obligatoirement la lecture des sites ou des plateformes qu'ils ont pu mettre en place et que les contenus soient bien précisés en fonction de ça. Ensuite, ont été observés aussi
des difficultés concernant l'accessibilité. Donc, l'accessibilité, c'est un point vraiment important. Alors, le premier, sans doute, concerne évidemment les langues, avec une grande dominance de sites en anglais et de contenu en anglais, et avec des adaptations pour certains réseaux thématiques à quelques pays, mais tout de même une difficulté à avoir une vue européenne et donc être lisible quelque part par tout le monde. Les formats, évidemment, avec des formats divers et variés, mais aussi pas toujours accessibles. Le caractère open source qui n'était pas obligatoirement toujours disponible, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis le respect du caractère diffère, c'est-à-dire findable, accessible, interoperable, and reusable, c'est-à-dire quelque part des données qui sont accessibles, réutilisables, interopérables, que l'on peut reprendre pour un usage personnel ou pratique. Et puis, quand même si les projets étaient quelque part dans leur début, pas obligatoirement d'idées précises sur la maintenance. Et quand on parle de maintenance, eh bien, quand on parle d'une plateforme, il y a l'investissement d'élaboration, mais ensuite il y a des coûts de fonctionnement, des coûts de maintenance, et puis il y a surtout maintenir la connaissance, l'entretenir. Et tout ça n'avait pas obligatoirement été prévu et planifié dans les projets. Voilà un petit peu ce qui peut être dit, résumé de ce qui avait été vu dans le World Package 2 qui concernait vraiment l'état des lieux des choses. Alors du coup, par rapport dans le Package 3, on était en train d'élaborer donc un peu le cahier des charges des choses, et on a été confronté à cette diversité de formats avec des vidéos, des documents, des infographiques, des podcasts, donc de la diversité de supports et de contenus de fait, et qu'il fallait envisager comme étant à engranger pour élaborer la plateforme. Donc avec une évaluation pas toujours évidente sur qu'est-ce qui est véritablement plus efficace que d'autres choses, puisque en fait chaque support peut avoir un intérêt selon la manière dont le contenu est, en fonction du contenu, en fonction des cibles et en fonction des actions. Mais ce qui est sûr, c'est que cette question du caractère FAIR, qui est une recommandation européenne pour les données, n'avait pas obligatoirement été pris en compte au moment où on avait analysé les choses, et qu'il y a une recommandation de rentrer dans des standards concernant l'usage des données. Alors on parle beaucoup évidemment des droits aux données, des droits à la propriété, des droits aux données, mais il y a aussi tout simplement aussi le fait d'avoir accès ou pas, est-ce que c'est open data ou pas, et là, open data, c'est pas toujours facile, parce que selon les logiciels et les applications qui ont pu être retenus, eh bien, c'était pas obligatoirement prévu au premier plan. Et puis ensuite, il y a d'autres choses comme des choses très simples. Je reviens sur la question de la langue, qui est en soi une barrière basique et qui fait que c'est pas si accessible que ça pour tout le monde. Alors, diapo suivante. Alors en fait, l'élaboration du prototype a suivi une chaîne un peu itérative qui pour reprendre un peu l'idée du schéma multi-acteurs, qui a impliqué différents types d'acteurs aux différents niveaux. Donc ça veut dire à la fois les producteurs de contenu, et là on pense plutôt aux chercheurs, les conseillers porteurs de ces contenus, si on prend, mais c'est un peu, c'est pas très moderne comme vue, mais une vue plutôt descendante des choses, les agriculteurs quand même impliqués dans ce projet pour bien donner un peu leur avis sur leurs besoins en termes de contenu, d'information, et quand on pose ces questions-là, des fois on est assez étonné qu'en fait des contenus doivent être adaptés, ils sont bons dans leur forme, et c'est bien nécessaire, mais ils doivent être adaptés pour des usages de pilotage, décisionnels, qui sont un petit peu différents des fois de ce qu'on imagine. Bon, voilà. Et puis les concepteurs informatiques, qui eux peuvent aussi avoir des propositions informatiques, mais qui ne sont pas obligatoirement adaptées à ces conditions-là. Et donc un schéma qu'on appelle en double diamant, comme les partenaires informatiques du projet l'ont expliqué, qui va on va dire
du challenge général, c'est-à-dire un peu de la demande, de l'attente de départ, vers l'expression des besoins, hein, et puis une phase un peu de maturation pour spécifier un peu plus le challenge, rentrer sur le cahier des charges et puis aller vers la solution plus spécifiquement. Donc c'est cette démarche-là qui a été reprise et qui est quelque part celle qui est une des bases, donc évidemment du projet Eureka qui est repris ensuite. Alors, dans le processus, ce que l'on a, peut-être ce qu'on peut mettre en avant un peu plus et qui peut vous intéresser si vous vous engagez dans ces projets-là, c'est par rapport à l'écoute des besoins des utilisateurs, un passage vers une notion un travail de persona, donc c'est-à-dire en fait autour des cibles, autour des utilisateurs, essayer de définir plus précisément leur identité, leurs besoins, leurs habitudes par rapport, par exemple, à l'informatique, quel type de matériel ils utilisent, à quel moment, comment, tout ça. Là, il y a eu un travail aussi assez fort et important dans le cadre de Racnos, qui se prolonge dans le cadre de Eureka, mais qui est important, qui concerne le rangement des contenus, donc avec un travail très fort d'ontologie, ça veut dire de détermination des vocabulaires, des mots qui peuvent vous permettre de ranger les contenus et de les organiser, et puis d'homogénéiser les métadonnées, c'est-à-dire que d'une part, il y a les contenus techniques, mais ensuite, il y a des informations qui sont un peu les cartes d'identité de ces contenus, et ça, il faut les homogénéiser, et donc un gros travail a été fait autour de cette homogénéisation. Donc on le voit, avant d'arriver à quelque chose d'homogène et d'une plateforme un peu générale, ça passe par des étapes assez complexes. Et puis, si on prend simplement cette question de la langue, pour faciliter l'accès, donc tout un système qui a été imaginé et qui a commencé à être décrit dans le cadre d'Eureka et qui a été bien décrit au niveau de Racnos, c'est d'envisager des systèmes de traduction dans les langues des pays pour faciliter l'usage de ces données. Alors, je crois que je suis... Alors, vas-y, Maxime. Donc, il y a eu aussi, mais peut-être que je vais y passer un peu plus rapidement, en particulier parce que je ne suis pas un spécialiste quand même de l'informatique, mais la question des supports informatiques est au cœur évidemment d'une solution informatique générale. Donc, donc, il y a plein de supports qui permettent de ranger les connaissances. Joomla a été un petit peu privilégié, mais il y a encore des questions qui se posent autour de ça, avec l'idée de rester en open source et puis aussi de respecter évidemment les règles du RGPD et de la propriété intellectuelle. Au final, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que tu ne voulais pas présenter, Maxime. Oui, alors voilà, je vais prendre la main maintenant. Donc, pour illustrer ce que vous a dit Patrick, l'idée maintenant, c'était effectivement de vous partager une vidéo en fait qui a été faite, une petite vidéo d'animation pour illustrer un petit peu effectivement toutes ces questions qu'on s'est posées sur l'élaboration de la plateforme. Je vais vous la partager maintenant. Donc, normalement, avec le son, ça devrait marcher. Building a digital knowledge database to collect the outputs of multiple thematic networks might look easy at first sight. So many projects already have one, right? The reality is quite complicated. Each thematic network created their database independently, so combining these different systems is challenging. You might compare it to making one big puzzle out of several other puzzles. The viewer should be able to quickly and easily figure out what's being shown in the big picture. It has to be user-friendly. In Euracnos, we had to figure out how to integrate all of this information in its various forms and formats into one database. We had to build a blueprint to help us structure the data clearly and logically. We then had to extract the data from the source databases and integrate it into our destination database. To avoid manually copy-pasting all content from one database to the new one, we developed a web crawler, which worked together with our blueprint to populate our database with resources. On top of those technical challenges, we found out that even if you import the data, you can't always share it due to intellectual property rights. We had to make sure the correct permissions were in place. But what about the interface that visitors will use to access the data? People have gotten used to high standards set by big players in social media and online shopping to make surfing on the web as easy as possible.
To meet the expectations of our visitors, professional digital designers collected feedback through user tests with potential visitors to make the interface as user-friendly as possible. This isn't a one-time investment. Visitor expectations constantly change, and interfaces are subjected to trends, so the interface needs frequent updates. This and other critical issues relating to the sustainability of the database need to be kept in mind. Creating a digital knowledge database is not easy, but the Euraknos project is creating an integrated, sustainable database for thematic networks, so they don't have to. Donc, comme on peut le voir, créer une plateforme commune de connaissances en ligne rassemblant tous les contenus des réseaux thématiques, bah, c'est pas si évident que ça. Mais quand même, au travers du projet Euraknos, on a investigué toutes ces questions. On a essayé de voir, finalement, de tracer un peu les plans qu'on a remis ensuite au projet Eureka, qui va maintenant s'intéresser à construire la plateforme à partir des plans qu'on a pu dresser. Donc, pour vous donner un petit aperçu, on va dire, concret de ce que sont ces plans d'élaboration de la plateforme, je vais maintenant vous présenter en fait ce qu'on a qualifié au sein du projet Euraknos comme un prototype de plateforme, donc qui s'affiche maintenant à l'écran. Je voulais juste quand même, avant de vous faire la démonstration de comment élaborer ce prototype, que vous expliquiez que c'est plutôt une maquette. Parce qu'un prototype, ça voudrait dire qu'il tourne déjà et qu'il est déjà alimenté par des vrais contenus. Là, on est vraiment plus sur une maquette qui n'est pas en fait un vrai site internet en ligne, ni une application, mais c'est plutôt un outil de démonstration qui peut montrer à quoi ressemblera l'outil final, donc qui peut déjà donner une idée. Donc, ce qui est intéressant pour les bâtisseurs de Eureka qui vont reprendre ces plans-là. Et également sur la forme, ça donne comme une présentation un peu sous forme de PowerPoint interactif de ce à quoi la plateforme sera susceptible de ressembler. Et donc chaque page là de cette maquette, c'est une image sur laquelle on a déjà des liens actifs qui permettent de simuler en fait une navigation sur site. Par contre, tous les contenus, comme je vais vous le présenter là maintenant, ne sont pas encore accessibles. Donc, ça peut être source un peu de frustration. Donc, c'est pour ça que je préférais quand même vous prévenir à l'avance, mais ça me semblait aussi intéressant de vous présenter ce travail-là. Et donc, c'est essentiellement cette maquette, un outil aussi interne au projet qui permet de recueillir et de compiler des avis d'utilisateurs potentiels, notamment pour être sûr qu'on va fournir un outil qui corresponde au plus grand nombre des attentes des utilisateurs qu'on a ciblés, à savoir les agriculteurs, les conseillers, voilà, agriculteurs et également les forestiers. Voilà, quand même pour construire cette maquette, au travers du projet Euraknos, on s'est basé sur plusieurs ateliers qu'on a pu mener. Donc, on a consulté à plusieurs reprises des panels d'utilisateurs potentiels, ou également on a fait appel à la méthode des personas que décrivait Patrick précédemment, donc simuler des personnes, des utilisateurs virtuels. On a pris en compte aussi un certain nombre d'avis, ce qui est aussi également important à avoir à l'esprit, d'experts au niveau informatique qui ont pu tracer en fait les limites des possibilités informatiques pour pas qu'on parte dans des choses qu'on imagine, mais en fait en pratique, c'est pas forcément faisable. Dans un budget, il y a un budget, mais il y a aussi des contraintes qui peuvent s'appliquer. Et puis également, ils nous ont mis en garde sur les questions d'hébergement, de stockage et de présentation des données, puisque c'est des choses aussi qui sont à prendre en compte pour pouvoir construire cette plateforme de connaissances. Donc, maintenant, pour faire une petite démo de cette plateforme, on voit comment ça se présente quand on va arriver sur la plateforme. Donc, on va déjà avoir deux possibilités. Soit on va faire une recherche par catégorie, soit une recherche plus classique par barre de recherche. Mais la première des choses, quand on arrive sur la plateforme, on est donc sur une plateforme européenne. Donc, potentiellement, on s'adresse à des agriculteurs aux quatre coins de l'Europe. On sait pertinemment que la langue est une barrière forte et qu'il faut rapidement pouvoir lever cette barrière, sinon l'outil ne pourra pas fonctionner. Et donc, par défaut, on arrive en anglais, mais il est prévu à ce niveau-là de pouvoir
choisir la langue. Même si ça pose quand même la question, est-ce que l'utilisateur est capable d'aller jusqu'à cette étape-là? C'est des choses qui seront investiguées et des solutions techniques et pratiques seront trouvées. Donc, si on commence par chercher, alors, 2 possibilités d'entrer sur la plateforme. On est un agriculteur, on a une question précise dans son domaine d'activité et à ce moment-là, on utilise la recherche classique par mots-clés où on saisit ces mots-clés. Et là, à ce moment-là, instantanément, on va avoir une liste de résultats qui va s'afficher, là en fonction de ce qui a été proposé. On a donc un total de 135 résultats qui sont donc des contenus produits par les réseaux thématiques. On voit que pour arriver à ces résultats-là, il y a possibilité d'appliquer des filtres qu'on peut à tout moment élargir en décochant, enfin en cochant des catégories supplémentaires ou en décochant. Et également, chaque contenu est répertorié donc dans une catégorie et également dans des sous-catégories. À savoir également qu'on peut filtrer par type de contenu et également par langue. Si jamais un utilisateur voit qu'en français, il y a peu de résultats qui sortent et qu'il est capable d'aller trouver comprendre l'anglais et d'aller chercher dans d'autres langues, il a la possibilité de le faire, et également par année de publication des productions. Alors, sur l'affichage, il y a l'affichage en liste comme je vous propose là, ou également sous forme de petites vignettes, à savoir qu'il est prévu que cette plateforme fonctionne sur ordinateur, sur tablette et également sur smartphone. C'est aussi pour ça qu'on a privilégié 2 types d'affichage pour en faciliter la navigation. Pour chaque contenu, donc le titre, il est prévu que le titre du contenu apparaisse, le domaine auquel il appartient, et on donne également une indication de ce que est la nature du contenu et le temps à y consacrer pour pouvoir parcourir l'intégralité du contenu. Et associé à ces contenus, on a aussi des différents mots-clés qui permettent de bien répertorier le contenu sur la plateforme. Donc ça, c'était la première possibilité pour aller accéder à du contenu. La deuxième possibilité, c'est par catégorie. Par exemple, si je suis un forestier, donc je m'intéresse que à ce domaine-là, puisque c'est mon domaine au cœur de mon activité, et donc je peux à ce moment-là être basculé directement sur une page de la plateforme qui s'intéressera qu'à des contenus en lien avec le domaine forestier. Voilà, donc si on va en visiter un premier contenu, comment il se présente? Il y aura affichage du nombre de likes. Donc là, c'est classique, est-ce qu'on retrouve une fonctionnalité qu'on retrouve sur les réseaux sociaux? On se dit que c'est important que les contenus qui sont mis en ligne soient évalués par les utilisateurs, puisqu'on considère que plus il a de likes et plus forcément le contenu a de l'intérêt. Il peut y avoir des likes et des dislikes, en fait, ça va dans les deux sens. Et pour chaque contenu, il y a possibilité aussi de laisser des commentaires. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je voulais vous présenter. Donc sur le contenu en particulier celui-ci, on voit qu'un certain nombre d'utilisateurs ont pu commenter et même on peut commenter des commentaires. Donc en fait, quelque part, l'intérêt aussi de cette plateforme, c'est créer une communauté d'utilisateurs et d'échanges autour de pratiques en disant, par exemple, moi je suis l'agriculteur lambda, j'ai mis en œuvre cette solution pratique déployée par tel réseau thématique sur mon exploitation et je trouve que ça m'a apporté telle chose, mais il me manquait, je sais pas, une information pratique sur la dose à épandre de fumier, par exemple, si c'est sur des prairies, je ne sais pas. Et donc un agriculteur peut avoir apporté aussi et tester autre chose et venir en complément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer avec effectivement trouver des solutions pour lever un peu le plus possible la barrière de la langue. Je pense que d'office, il y aura un traducteur automatique qui sera proposé. Donc ça permettra de répondre à cette problématique-là. Et à savoir que pour laisser des commentaires, effectivement, il y a nécessité d'être enregistré sur la plateforme. Donc c'est les fonctionnalités qui sont proposées à ce niveau-là, qui étaient aussi proposées quand on arrive d'office sur la plateforme. C'est une nécessité. Si on n'est pas, alors, on a bien conscience qu'effectivement, c'est aussi une barrière supplémentaire pour un utilisateur parce qu'il faut qu'il fasse la démarche de s'inscrire. Bon, on fera en sorte qu'elle soit la plus facile possible et la plus light quelque part. Mais surtout des sites, si on veut laisser des commentaires, enfin, il faut pouvoir être enregistré. Une autre fonctionnalité qui sera possible,
Enfin, c'est pour pouvoir laisser des commentaires et aussi pouvoir évaluer les contenus, c'est une nécessité. Une autre possibilité, c'est que on est donc dans une approche multi-acteurs, on peut enrichir les contenus et on proposera effectivement la possibilité aux utilisateurs d'aller déposer des nouveaux contenus. À ce moment-là, c'est matérialisé à ce niveau-là par un petit badge pour dire que Tom Jacobs est aussi contributeur à la plateforme. Bien sûr, ça nécessite avoir un modérateur puisque les contenus seront aussi regardés avant d'être mis en ligne. Mais à partir du moment où ils sont validés et qu'on voit que c'est bien en lien avec le sujet qui est traité, on pourra le proposer et c'est des choses qui seront faites. Une dernière chose que je voulais vous présenter aussi, c'est l'idée de créer, de mettre en lien donc, les potentiels utilisateurs avec les auteurs des contenus. Donc pour chaque contenu, on aura bien répertorié qui a été l'auteur. Là, on voit qu'ils sont 3. Et donc si on clique sur un auteur, on aura accès à sa fiche. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas directement sa fiche de contact, mais c'est le projet dans lequel il a été impliqué, Smartakis, qui est un réseau thématique, où on peut effectivement avoir un résumé assez court du projet et avoir les informations complémentaires pour aller directement consulter le site du projet. Mais si je reviens en arrière, voilà, je voulais vous montrer. Non, ça ne marche pas là. Là non plus, donc il faut que je change de contenu. Si on en essaye un autre, voilà, tac. Voilà, donc là, on arrive bien sur la fiche d'un auteur, et donc il y aura un petit paragraphe pour présenter un petit peu ses travaux, son implication dans des réseaux thématiques, et surtout mettre à disposition ses coordonnées, puis pour que les utilisateurs puissent directement échanger avec lui. L'idée, c'est aussi vraiment de créer une communauté autour des contenus qu'on mettra en ligne. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation assez rapide de cette maquette. Donc 2 choses qu'on peut en retenir. Ce qu'on a voulu privilégier, c'est le cheminement. En fait, on a été réfléchir comment proposer du contenu et que ça soit le plus facilement accessible. Donc c'est vraiment là-dessus que l'équipe en charge du World Package d'Oracnos, spécifiquement sur la constitution de ce prototype, a réfléchi. Et enfin, c'était aussi de réfléchir à pas négliger les fonctionnalités de base qu'il faut embarquer dans cette plateforme et au contraire, en prendre en compte le plus grand nombre. Voilà. Donc, quand on voit cet outil, on se dit c'est pas forcément révolutionnaire. En même temps, on partait quand même d'une feuille blanche puisqu'on avait les différents réservoirs de réseaux thématiques à disposition. Donc, chaque réseau thématique avait pris des orientations pour construire sa plateforme de connaissances. Et là, maintenant, comme ça a été dit précédemment par Patrick, on voit qu'il y a quand même une grande diversité des contenus de ce fait-là, et également une énorme hétérogénéité de référencement des contenus au niveau des métadonnées qu'il va falloir homogénéiser pour pouvoir mettre ensemble ces différents contenus. Donc, c'est là où il y a un gros challenge à relever, mais Euracnos a quand même bien exploré les choses pour que Eureka avance dans la phase plus concrète de plateforme. Et donc, Eureka est aussi un projet court de 2 ans qui a démarré en janvier 2020 et se terminera dans 1 an, donc au cours du printemps 2022. Donc, ça veut dire que l'outil final de plateforme sera rapidement disponible. Juste, je rebascule sur le diaporama et je te relaisse la main, Patrick, pour la dernière diapositive. Oui, donc au cours de ces projets, on a toujours des étapes de présentation de recommandations, mais c'est juste pour faire une petite synthèse et une petite conclusion. Juste redire que quand même ce projet, c'est juste un projet de 2 ans, donc ça n'a pas été très long, hein, et donc la production est sans doute un petit peu frustrante en termes par rapport à ça, mais il y a eu déjà des choses qui ont pu être faites et on peut en tirer deux, trois remarques importantes. La première, c'est que oui, établir une plateforme, c'est utile et que ça renforce l'impact des réseaux thématiques, hein, et donc ça renforce leur impact dans la dissémination des connaissances aux agriculteurs. Donc ça a été plutôt bien consenti et dit par tous les acteurs qui sont intervenus dans le cadre de ce projet.
Et donc ça, c'était super intéressant. Deux, on a émis l'idée que les soutiens publics, bien sûr, devraient favoriser la diffusion numérique des connaissances, mais aussi assurer la pérennité de tels dispositifs, hein. Il ne faut pas non plus imaginer faire ça pour une fois, mais il faut aussi envisager ça le faire pour des choses durables, durables aussi bien en termes informatique qu'au terme des connaissances. Donc ça nécessite quand même d'entretenir un petit peu le fond de connaissances. Et puis, peut-être la conclusion par rapport aux approches multi-acteurs, c'est la grande force de l'implication de ces acteurs, et en particulier des agriculteurs, dans le processus de capitalisation et de transfert. Ça implique que les projets soient plus flexibles, moins dirigés quelque part, plus aptes à répondre aux problématiques du moment, aux enjeux qui peuvent être à long terme ou à court terme, selon le cas, aux besoins. Et donc, quand on fait du travail de persona, on voit que les besoins sont liés à un certain nombre de contraintes spécifiques ou de compétences spécifiques sur lesquelles il faut travailler, quoi. Donc, quelques remarques un peu générales par rapport au projet. Maintenant, on peut essayer de répondre aux questions. Il y a quelques questions qui apparaissent, donc je ne sais plus qui devait relancer. Ou alors, vous prenez la main. On a deux questions. Donc, une question d'un certain Sari. Je suis désolée, je n'ai pas le nom complet. Est-ce que nous avons fait appel à un prestataire externe pour le développement? Combien de personnes ont été mobilisées pour le développement et pour la conception en termes de user experience? Et combien de temps de développement cela a pris? Donc, ce que vous avez laissé. Alors là, on est vraiment dans des questions techniques autour du développement informatique qui sont plutôt de l'ordre du projet Eureka, hein. Ici, le prototype a été mis en place principalement par l'université d'Athènes et LeapForward, un consultant informatique belge. Mais ça a abouti à mettre en place justement ce qu'a présenté Maxime, c'est-à-dire une première façade. On n'en est pas encore à l'étape suivante, et donc après il y a des réflexions aussi par rapport à l'avenir de ces projets-là et la réalisation, mais je crois que ça s'en tient à ça pour l'instant. Ça s'en tient à ça. Et l'organisation qui a fait un peu qui s'est occupée de tous les aspects techniques faisait partie intégrante du consortium du projet. Donc c'était pas un réel prestataire externe, c'est une société qui faisait partie du consortium. C'est ça. Donc on a une deuxième question de Laurence Dupuis. Pour les nouvelles plateformes des nouveaux réseaux thématiques, y a-t-il des recommandations pour favoriser ensuite l'intégration des données à la future plateforme Euracnos Eureka? Eh bien, pas encore, hein. C'est-à-dire que ça va être fait. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a le prototype. Après, il y a Eureka qui va élaborer la plateforme. Et au travers de ça, il va y avoir des recommandations. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans les différents éléments qui ont été produits dans le cadre du projet Eureka, il n'y a pas, on va dire, ça n'apparaît pas. Mais bon, les livrables vont arriver en fin 2020, enfin, comme tu dis, 2022, printemps 2022. Donc, c'est à ce moment-là qu'on verra arriver les choses, mais ça va arriver sous forme, en effet, de recommandations liées aussi bien au format que à toutes les contraintes qu'il peut y avoir aussi sur les droits aux données, quoi. Par contre, ce qu'on peut dire, parce qu'on a déjà reçu quelques sollicitations dans ce sens-là, d'autres réseaux thématiques, d'autres projets multi-acteurs, c'est qu'effectivement, pour pouvoir construire la plateforme, il va falloir tester au niveau des différentes étapes. Et donc, la porte est ouverte à tous ceux qui sont en charge de réseaux thématiques ou d'autres projets multi-acteurs pour se rapprocher donc de l'équipe plutôt d'Eureka, dont l'IDEL on fait partie, puisque Patrick et moi-même, on est aussi impliqués dans le projet, pour justement discuter de cette question-là sur les premiers contenus qui sont élaborés par les réseaux thématiques qui viennent de démarrer, pour voir comment on arrivera à les intégrer et comment on pourra, au fil de l'eau, de ces phases test, c'est en parallèle de l'écriture des recommandations, mais vous faire part des recommandations qu'il faut prendre en compte pour que ça soit compatible, quoi.
Merci. On a une dernière question qui recoupe un peu l'avant-dernière sur y aura-t-il un exemple de cahier des charges pour la plateforme à communiquer aux prestataires pour faire de futures plateformes dans le cadre de projets? Je pense qu'on a déjà répondu un peu à ça, que ça arrivera sur Oui, alors, fondation plutôt. c'est-à-dire qu'en fait, toujours pareil, même le projet Eureka est encore assez court, 2 ans, donc ça va être difficile de tout faire, mais la première chose était de faire cette plateforme, aboutir à un cahier des charges un peu comme il y a eu le guide de l'explorateur, l'Explorator's Guide, c'est quelque chose, c'est un travail abouti, donc pour l'instant, je ne sais pas s'il était dans les livrables, je ne crois pas qu'il était dans les livrables en tant que tel, mais je pense qu'il va y avoir évidemment des retombées de ce type-là, quoi. Après, je ne suis pas forcément sûr, enfin si, il existera des guides de recommandation d'élaboration de plateformes, mais l'objectif quand même affiché clairement par la Commission européenne, c'est d'arriver vers un système unique à terme. Donc c'est de limiter ce qui a été fait jusqu'à présent, la multiplication des plateformes, pour que tout ça, à terme, puisse converger vers un système unique. Donc voilà, c'est plus des recommandations pour pouvoir produire des connaissances qui soient compatibles avec un système unique, que vraiment un guide de recommandation vers développer sa propre plateforme. Après, pour d'autres types de projets, ça s'y adapte plus, mais là, dans l'environnement dans lequel on parle, des projets thématiques et des autres projets multi-acteurs européens, la politique actuelle est plutôt de réfléchir à comment on arrive à créer cette plateforme unique, quoi. Tout à fait. Merci. Je propose qu'on passe à la toute dernière présentation parce qu'il nous reste très peu de temps. Donc, je vais partager mon écran et je vais essayer d'être synthétique. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez correctement les choses? C'est bon. Okay. Bien. Donc, de mon côté, je vais vous présenter le Policy Brief. Je commencerai par quelques diapos expliquant ce qu'est un Policy Brief, donc la façon dont il a été construit et à qui ce type de document est destiné. Donc, un Policy Brief, c'est un document d'orientation stratégique, d'orientation politique. Son objectif principal est d'argumenter un message qui aura une portée sur une question ou un problème auquel sont confrontés les décideurs. Donc, il propose une analyse et des éléments de réflexion ou d'action. Euracnos propose d'améliorer l'échange des meilleures pratiques entre les agriculteurs, les chercheurs et les conseillers des différents secteurs et États membres. Donc, nous avons commencé par une étude de bureau des réseaux thématiques en cours ou terminée et par des entretiens avec les coordinateurs de projets afin de déterminer les bonnes pratiques et les défis. Ces idées ont ensuite été développées dans le cadre d'ateliers et de groupes de travail. Et ensuite, sur la base de ces résultats et de ces discussions, on a formulé des recommandations visant à modifier les politiques et les structures de financement afin de soutenir la fonction de ces réseaux thématiques et la création et la maintenance d'une base de connaissances centralisée qui a été présentée préalablement. Excusez-moi. Ce Policy Brief, à qui est-il destiné? Donc, globalement aux décideurs pour faire évoluer les idées ou aider à la décision. Donc aux décideurs institutionnels, décideurs et négociateurs publics, qui soient locaux, nationaux, internationaux, appartenant à des collectivités locales, des ministères, des organismes nationaux ou internationaux et des institutions de recherche et d'enseignement. Il est également... Excuse-moi de t'interrompre, mais on ne voit pas défiler ton diaporama, on est toujours resté sur la diapo de titre. Ok, tu fais bien de me le dire, parce que j'étais partie. Alors attends, je recommence mon partage. C'est bon. C'est bon? Ça défile. Oui. Ok, donc la slide sur qu'est-ce qu'un Policy Brief, la slide sur comment a-t-il été construit, et donc j'en étais à qui est-ce qu'il est destiné ce Policy Brief, et j'étais en train de vous dire qu'il était également destiné aux décideurs privés, aux entreprises, aux associations et aux ONG, mais également aux relais d'opinion, comme par exemple les journalistes. Donc, on arrive dans le vif du sujet.
les recommandations qui sont le corps de ce policy brief. Ces recommandations, elles ont été développées et rédigées par 3 organismes, enfin par 3 personnes du projet Euracnos, donc par Sylvia Brussens de l'Université de Gand en Belgique, par Laura Palczynski de l'organisation Innovation for Agriculture en Angleterre, par Ilse Rasmussen du Centre international de recherche sur les systèmes alimentaires biologiques au Danemark. Et donc après avoir travaillé avec de multiples acteurs impliqués dans les réseaux thématiques et établi des recommandations pour obtenir un impact plutôt élevé, le projet a formulé cette note d'orientation. Donc elle présente 6 recommandations clés qui se rapportent à 3 domaines essentiels, donc les systèmes numériques, la garantie de résultats pratiques et pertinents, et l'augmentation de la portée des efforts de diffusion et de mise en réseau. Donc notre première recommandation politique liée au système numérique consiste à soutenir notre vision d'une plateforme de connaissances centralisée pour l'agriculture et la sylviculture. Nous recommandons que celle-ci soit promue et financée, au moins en partie, par des fonds publics. Donc ensuite, en deuxième recommandation, nous pensons que des fonds devraient être alloués pour accroître les compétences numériques des acteurs de l'agriculture et de la sylviculture par le biais de formation et de soutien. Donc cela leur permettrait d'accéder à des ressources d'information en ligne, telles que la base de connaissances centralisée que nous proposons, et d'accéder à des forums en ligne pour le partage de connaissances. Donc en troisième recommandation, selon nous, il est essentiel que les utilisateurs soient impliqués et engagés dans les projets, de la conceptualisation à la mise en œuvre, donc dès le moment où on est en train de créer ce projet. Ça peut s'avérer assez difficile et nous proposons donc que les programmes de financement fournissent des incitations financières supplémentaires pour que les agriculteurs et les forestiers participent afin de démontrer qu'il y a un avantage tangible à la participation et qu'ils offrent un remboursement des dépenses associées à cette participation, comme par exemple à des workshops d'échange. Parce que nous, en tant que partenaires, quand on participe à ces workshops d'échange, on est payé par les projets. Donc pour qu'il y ait une facilitation de ces échanges, c'est notre proposition. Donc à cela, on peut également observer que les problèmes rencontrés par les agriculteurs et les forestiers changent, qu'ils évoluent et qu'ils s'adaptent au fil du temps. Ils restent rarement statiques, ils peuvent s'écarter des questions identifiées lors de la construction du projet. Nous pensons donc que les organismes de financement devraient permettre aux réseaux thématiques d'être plus flexibles, comme le disait Patrick tout à l'heure, pour répondre aux défis qui apparaissent ou se développent au cours du projet en réponse à ces changements. Donc, ça peut être des changements dans les conditions sociales, économiques, réglementaires et environnementales. Ensuite, j'en viens donc à nos 2 dernières recommandations. On peut observer que les réseaux thématiques visent à bénéficier à une série d'acteurs, principalement les agriculteurs et les forestiers, mais peuvent également fournir des ressources qui sont utiles aux conseillers et aux acteurs de la formation. Ça signifie qu'une gamme de formats de diffusion est nécessaire pour être attrayante et pertinente pour les différents groupes cibles, par exemple. Le concept du résumé de pratique du PEI Agri, j'espère que tout le monde est un peu au courant de ça. Donc les projets rédigent je sais pas, un paragraphe de 1500-2000 caractères sur les bonnes pratiques qui ont été mises en avant dans les projets. Donc on appelle ça des résumés de pratiques, des practice abstracts en anglais, qui sont soutenus par le PEI Agri. Donc ces résumés de pratiques devraient être élargis afin d'intégrer des produits plus diversifiés et plus adaptés aux différents profils d'utilisateurs, comme par exemple l'inclusion de supports visuels tels que des vidéos, des présentations, des infographies qui permettraient d'accroître l'attrait, la visibilité et l'impact des résultats de ces réseaux thématiques. Et donc enfin, notre dernière recommandation concerne les gouvernements qui devraient faciliter et soutenir financièrement la cartographie des réseaux locaux et des principales sources d'information pour leurs agriculteurs et les forestiers. Le fait d'identifier et de collaborer avec les réseaux existants, les sources d'information, les connexions et les mécanismes de soutien qui sont déjà utilisés par les agriculteurs et les forestiers permet aux résultats des réseaux thématiques donc d'être transmis par ces réseaux dits de confiance qui sont établis à long terme. Et donc ça permet d'accroître la visibilité des réseaux thématiques et d'assurer une plus grande portée et une meilleure assimilation de leurs résultats. Et donc ensuite d'augmenter l'impact des projets et l'utilisation par ces utilisateurs finaux. Donc voilà une présentation assez synthétique. Je me permets de rappeler que la prochaine étape, c'est le projet Eureka qui est déjà en cours. Je vous mets le lien
sur cette slide. Et je vous propose également de vous abonner à la newsletter de RECA qui vous permettra de suivre le projet et le développement de la plateforme de connaissances. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez quelques questions peut-être. Dans le chat, je ne vois pas de questions, mais peut-être qu'il y en a qui ont envie de soit de les poser maintenant, soit directement de prendre la parole. Tout à fait. Alors après, on a bien conscience que ce policy brief, il n'a pas pour cible forcément les personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer un peu quel est aussi le type de résultat qu'un projet de cette envergure-là doit produire, parce que ça a une importance pour avoir derrière une plateforme et des utilisations qui changent un peu à long terme. Voilà. Donc, si c'est clair, écoutez. Ah, si. C'est une question qui se pose là, oui. Je vous écoute. Oui. Alors, c'est pas tant une question qu'une remarque. Ouais. Bon, je note avec intérêt tout ça. Enfin, on a les mêmes objectifs, un peu les mêmes constats. Par exemple, quand vous parlez du practice abstract, c'est déjà très compliqué de faire remonter un practice abstract sans les différents formats associés. Et les différents formats associés, type vidéo, fiches pratiques, etc., il est proposé que les acteurs les fassent remonter en même temps que la fiche, enfin, le type fiche projet. Et en fait, ça ne remonte pas. C'est-à-dire que les acteurs, ils travaillent plutôt à leur échelle. Pour l'instant, tout n'est pas... Enfin, il n'y a pas particulièrement de soutien ou d'accompagnement pour que ce travail puisse être fait. Parce qu'en fait, ça a été conçu comme ça. Hein, mais la difficulté, c'est effectivement l'implication, sans doute par manque de conception initiale, d'accompagnement et puis de temps des personnes. Enfin, je pense au groupe opérationnel du PUI, par exemple. Dans les régions que les géos n'ont pas assez consacré de temps à la question de la diffusion, et puis les régions ne sont pas très équipées pour faire remonter. Nous, on est à la disposition et on voit qu'il y a assez peu de choses qui remontent. Donc, voilà, il y a des préconisations, mais dans les faits, même si à la limite c'est possible, et ben, pour autant, ça ne marche pas encore très bien. C'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est vrai que si on arrive dans le prochain Work Programme, par exemple, Horizon Europe, à relier les projets avec les groupes opérationnels, ça permettra peut-être de faire remonter ces practices abstracts un peu plus facilement. Donc, on verra ça peut-être dans la prochaine programme. Oui. Nous, on le fait dans le cadre de ces animations qu'on lance. On forme l'ensemble des groupes opérationnels à réaliser des vidéos par eux-mêmes avec un smartphone. Mais c'est un peu compliqué. Il y a des projets qui ne voient pas forcément l'intérêt. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment... je crois que ça se construit sur du moyen long terme, quoi. Oui, effectivement, je pense aussi. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai vu une personne apparaître furtivement avec la caméra. Peut-être que cette personne avait une question. Sinon, on peut terminer avec on a un Mentimeter également pour avoir un peu votre retour sur notre événement. Donc, est-ce que vous voyez encore mes slides? Oui. Voilà. Je vais mettre dans le chat le numéro du... Okay. Attends, parce que je peux le copier-coller sinon aussi. Hop. Donc, je vous invite à aller sur menti.com et d'utiliser toujours ce même code. Est-ce que, Fanny, je peux te laisser la main parce que c'est toi qui as construit ce Mentimeter pour pouvoir partager les résultats et nous faire une petite animation de dernière minute. Merci. Ouais, je prends. Voilà. Donc, si vous pouvez aller sur Mentimeter avec le code 29 78 35 02, vous a fait une petite slide de satisfaction pour voir si le séminaire répondait à vos attentes. Et puis aussi pour identifier s'il y en a parmi vous qui ont pour objectif de déposer un projet dans le cadre du prochain appel à projet.
Bon, bah écoute, on voit que globalement, on arrive à des notes plutôt correctes pour le moment Ouais. sur Bah, la 4 sur 5, satisfaction. c'est bien. Personne ne met jamais 5 sur 5 de toute façon. 4 sur 5, c'est très bien. C'est ça. Donc on a plus que, on a perdu quelques personnes au fil de l'eau. En même temps, il est déjà midi, hein, donc c'est vrai que on n'aura pas autant de réponses qu'espérées sur notre petit formulaire. Et donc c'est bien, hein, il y en a quand même la moitié pas mal qui veulent déposer un tout projet. cas, oui, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter pour nous redemander des choses complémentaires si vous n'avez pas tout compris. Puis en effet, refaire le lien avec ce qui va se faire du côté d'Eureka. On est complètement à votre disposition. Tout à fait. Bon, bah, je pense qu'on a la plupart des retours, Fanny. Ouais, il y a 12 personnes, ouais, je pense. Hein. Je ne sais pas Ouais. combien on est encore de connectés, mais... Il y a 18, donc moins nous 5, Ouais. c'est à peu près Oui, ouais. ça. Okay. Bah, en suivi de cet événement, on vous enverra le lien de cet événement qui sera sur YouTube et peut-être même nos slides. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on peut envoyer aussi en suivi nos slides et puis les résultats du Mentimeter. Oui. Ok. Oui, je pense que c'est une bonne proposition, effectivement. Bon, bah, très bien. Et ben, Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation. Et puis bonne fin de journée. Et bon appétit. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.